Elle regarde pas mes notes, hein. Ah, mais Je sais que tu veux savoir. C'est moi, j'ai que des cases vides en fait. J'ai fait semblant. J'ai dit la même chose que toi, ça. On voit tout de suite qu'elle a les réflexes de pomper ou pas, quoi. C'est ça. Moi, je le mets comme ça pour pas que les gens. Mais moi, j'en ai rien à faire. Tout ce que je veux, c'est que ce soit pas pareil. Moi aussi, j'ai peur qu'il y ait des choses qui soient après, tant mieux. Oui, mais c'est pas grave. Bon, bref. C'est quoi le sujet? Parce que personne comprend vraiment c'est quoi le sujet. Donc, bienvenue à tous dans le podcast Les Vidéopreneurs pour ce 100 et quelques, 50 et quelques. 170 et quelques. Ouais, 170 et quelques, j'ai du retard. Et l'épisode, on est à Lavo Studio à Toulouse, qui est un super studio. Qui est vraiment une voûte. Qui est vraiment une voûte en plus. Avec Antoine, forcément. Bonjour. Marie. Salut. Thomas, on ne présente plus, car ils sont tellement là souvent que forcément vous les connaissez. Marie, maintenant, qui fait même des podcasts sans nous. Écoutez d'ailleurs le dernier, alors je sais pas quand cet épisode va sortir, mais en tout cas, elle a fait plusieurs BTC très intéressants qui peuvent intéresser beaucoup de gens. Avant d'attaquer le sujet qui est énorme, parce qu'on a tous préparé des choses que personne ne sait, c'est pour ça cette petite introduction. Très drôle. On était super synchro. Les deux étaient synchro pour voir YouTube en est témoin. Du coup, avant tout ça, si vous voulez réserver un petit appel pour connaître un petit peu, qu'on puisse vous aider de manière beaucoup plus personnalisée dans un appel, ou connaître un petit peu ce que c'est que le mastermind, l'incubateur, la formule CPF qu'on peut avoir avec les vidéopreneurs pour vous aider à développer votre activité, c'est le premier lien qui se trouve en description. On attaque tout de suite. Alors c'est un sujet. Son téléphone, mais regarde. Il veut vraiment pas. Il croit que je vais. Non mais je sais pas. En fait, je ne vais pas regarder. Je sais, c'était mon nom verbal, mais j'ai toute confiance en vous. Oui, c'est ça. Je vais laisser Antoine, parce que Antoine, c'est lui qui a trouvé ce sujet et qui m'a dit il y a quelques temps, faut qu'on fasse ça. Donc je vais laisser Antoine présenter le sujet. Ok. Ouais, alors le sujet repose sur les 3 piliers fondamentaux pour un entrepreneur dans la vidéo. C'est toute la partie business, toute la partie vente. Le deuxième pilier, c'est toute la partie mindset, la posture qu'on doit avoir en tant qu'entrepreneur. Et le troisième pilier, c'est tout l'aspect structure, liberté, gestion de son temps. Et je vous ai demandé de préparer chacun et chacune des éléments qui vous semblent selon vous sous-cotés ou sur-cotés par rapport à ces 3 thématiques, à ces 3 piliers. Et donc l'idée, c'est que on soit dans le partage. Voilà, je vous donne la parole, je vous envoie la balle en disant vas-y, tiens Marie, donne-moi un petit sous-côté, qu'est-ce que tu as sous le coude, etc. Et si à un moment un sous-côté ou un sur-côté est partagé, que l'un d'entre nous là aussi, c'est pas grave, on peut compléter. L'idée c'est ça, c'est de réagir, de répondre en fait finalement à ce que nous partageons. Et vous allez voir que y a peut-être des surcotés qui vont vous surprendre, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez. Ouais, ça va être super cool. Fort possible. Alors moi, je voulais juste dire, j'ai réfléchi à ça, mais vraiment avec mon identité à moi de vidéaste, quoi. J'ai essayé vraiment de trouver des choses qui correspondent à ma façon de faire. Donc ce sera forcément très subjectif, j'imagine, si on va c'est ça qui est intéressant. se partager ici. Ouais, okay. C'est clair. C'est complètement... ça me va très bien, parce qu'effectivement, pour donner un petit peu de contexte, peut-être pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, vous êtes Marie et Thomas, vidéastes à votre compte, et nous, aujourd'hui, avec Guillaume, on est les fondateurs des vidéopreneurs, et on accompagne des vidéastes sur la partie, justement, gestion de leur business, gestion de leur temps, gestion de leur mindset, dans le but qu'ils puissent développer leur activité et aller atteindre des objectifs qu'ils n'imaginaient pas atteignables. Marie, tu veux commencer ? Tu veux commencer avec un... Bon, comme tu veux, sous-côté, sur-côté, je te laisse choisir. Tu dis qu'on commence par la catégorie business, c'est ça ? On attaque non, avec... tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai bien envie d'attaquer avec la partie business, parce que quand on est vidéaste freelance, forcément, c'est quand même l'élément qui domine, c'est pouvoir vivre de son activité. Vivre de son activité, ça veut dire générer un revenu. Donc, générer un revenu, c'est du business. Donc, on commence par le business. Et pour moi, ce qui est surcoté dans le business, ce sont les réseaux sociaux. Ah. Genre que le vidéaste utilise les réseaux sociaux. Exactement. En fait, c'est plus même, plus précisément que ça, c'est la recherche constante de la viralité. Ouais. Ou du like, ou du commentaire. Pour moi, et ça, c'est vraiment l'expérience du freelancing, de l'indépendance qui m'a appris ça, parce que comme tous les vidéastes, je poste des choses, des extraits de mon travail. Je pars du principe que les réseaux sociaux, c'est une partie de mon portfolio, même si c'est pas ça. Il y a aussi un site internet, etc. Mais ça fait partie d'une vitrine de représentation.
Et à l'inverse de mes clients qui, eux, ont besoin de viralité, qui, eux, ont besoin d'exister sur les réseaux, sur leur site internet et tout ça, je pense que avec l'expérience que on n'a pas besoin de ça, en fait, quand on est vidéaste. On a besoin d'être dans la réalité d'une démarche de prospection, d'une démarche de création d'un lien avec un client, mais pas des réseaux sociaux pour poster, pour exister, pour être viral, quoi. Je pense que c'est clairement surcoté. Par exemple, là, ça fait, je sais pas, peut-être plus d'un mois que j'ai pas posté. Rien, pas de publication. Enfin, si, 1 ou 2 stories. Mais pas de publication, pas de carrousel, rien. Mais j'ai jamais autant travaillé avec mes clients, en fait. Et j'ai pas besoin de dire au monde entier, je travaille avec un client, ou je fais ci, je fais ça. Tout le monde s'en fout de ma to-do list. Et les gens, ils aiment, je pense, en tout cas, les retours que j'ai, ils aiment mon travail parce que il y a une marque particulière ou une patte, tu vois. C'est la mienne, c'est ce que j'ai créé. Mais j'ai pas besoin de poster tous les jours, ça. Et puis ça me plaît aussi de cultiver la rareté, quelque part. Donc voilà, pour moi, c'est surcoté les réseaux sociaux. Ouais. Bon, c'est surcoté de ouf. Je pense qu'on va tous être d'accord. Ouais, clairement. En fait, ça dépend, parce que les réseaux sociaux, il y a les réseaux sociaux d'un point de vue fondamental. Là, ce que tu critiques, c'est ce qu'on va appeler les vanity metrics, likes, abonnés, exactement. Ce genre de choses. Effectivement, ça, moi j'aime bien dire, c'est soit tu veux des likes, soit tu veux des clients, tu vois. C'est 2 démarches totalement différentes. Et c'est vrai que hier, c'est marrant, on parlait à un gars qui est un pote à moi qui va sûrement passer sur le podcast, qui s'appelle Gauthier, qui a une grosse agence, tu vois. Et lui, il fait des vidéos YouTube pour des gens, tu vois, des marques ou des entreprises qui veulent valoriser leur expertise. Et des fois, il disait, il y a un gars, il est ultra spécialisé dans une niche, dans la data, machin. Il a 100 abonnés, tu vois. Mais il fait grave de clients parce que c'est tellement niché. Et voilà, et c'est vrai que moi, je l'ai déjà vu avec mon agence auparavant, où je l'ai fait plusieurs fois pour le compte de clients, où j'allais chercher des mots-clés, des choses sur YouTube. Et ça faisait pas forcément beaucoup de vues ou beaucoup d'abonnés. Par contre, ça faisait des abonnés ultra qualifiés, tu vois. Et c'est pareil, tu vas être suivi par 100 hedge funds ou 1 million d'ados, tu vois. C'est 1 million d'ados, ça a moins de valeur que 100 hedge funds en réalité. Après, donc, je fais bien la différence entre mon business de vidéaste et ma part créative. Je suis trop contente quand j'ai fait un travail créatif, que je le poste et que ça a réagi. Ouais. Je suis contente de faire plaisir à mon audience, tu vois. Mais j'ai pas besoin de... Ouais, c'est clair. Voilà. Non, mais on est tous d'accord, je pense, sur le côté. Ouais, il y a un truc à ajouter. Non, mais c'est pour apporter du contexte, c'est parce que tu es dans une offre B2B aussi, et que en fait, ça n'a aucun intérêt effectivement à être sur les réseaux sociaux dans la mesure où même tes clients n'y sont pas, quoi. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la base, c'est d'être en lien avec ses prospects et ses clients, et c'est pas à travers les réseaux sociaux aujourd'hui que tu as des approches directes. Pas du tout. Donc ouais, je te rejoins. Il doit y avoir une part de procrastination active, une part de peut-être même d'ego dans cet aspect je partage mon travail, mais en réalité c'est souvent des coups d'épée dans l'eau, quoi. En vrai, j'aime bien dire, je sais pas si vous souvent pensé que les réseaux sociaux, on va dire LinkedIn si t'es en B2B, c'est plus une arme de réassurance ou une arme de créer de la confiance plus que d'aller démarcher des nouvelles personnes. C'est-à-dire que tes clients que t'as ou les prospects avec qui t'as eu un contact que tu auras sur LinkedIn, c'est une forme de relance. Parce que tu peux pas relancer 7 jours sur 7 tes clients, tu vois, un bout d'un, t'es un peu un forceur. Par contre, sur LinkedIn, tu peux, parce que tu publies tous les jours, c'est une forme de relance. Et si tu les multiplies au travers de divers canaux, en fait, tu peux relancer peut-être même plusieurs fois par jour le même prospect. Et sur une certaine durée. C'est un peu différent. En fait, bien sûr, c'est un réseau social, mais pour moi, c'est plus un réseau de connexion avec d'autres entrepreneurs et des clients potentiels. C'est pas pareil pour moi que Instagram, Facebook, TikTok, tu vois. Ce que je dis sur LinkedIn peut marcher sur Insta en réalité. Oui, bien sûr. Ouais, mais je sais pas ce que vous en pensez. C'est la part c'est notre casquette créative en fait qui prend trop le dessus sur notre casquette de chef d'entreprise, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que s'il y a des actions à mettre en place sur un réseau social, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau social où il y a de l'argent. Je veux dire, c'est ça, il y a que des décideurs. Il y a des clients potentiels, du réseau, du lien, Versus Instagram où c'est pas nécessairement le cas, quoi. C'est beaucoup plus. En fait, tu vois, on accorde tellement d'importance à publier sur les réseaux sociaux qu'en vrai, t'en as, ils bloquent et ils s'inquiètent. Ouais, mais quelle image je vais dégager si je dis ça, etc., etc. Et en vrai, déjà, si t'as envie de publier, publie, tu vois. Personne va te juger parce que t'as publié quelque chose. Et voilà, te prends pas trop la tête. Et enfin, pareil, moi, ça fait plus d'un mois que j'ai pas publié ni sur Insta ni sur LinkedIn. Ça m'empêche pas de démarcher, ça m'empêche pas d'avoir des expériences clients qui sont qualitatives et d'avoir du feedback de plein de gens aussi. Enfin,
voilà, effectivement, on l'a dit, hein, la clé, de toute façon, c'est aller chercher le client, être en contact et lui faire vivre une belle expérience, quoi. Très bon surcoté pour commencer. Ouais. Thomas, tu vas enchaîner? Ouais. Tu nous donnes un petit sous-côté? Et la catégorie? Bah, tu choisis ton Ah, sous-côté. ok, on reste pas forcément dans business et tout. Un petit sous-côté, ok. Moi, je vais parler mindset alors. Ah, le coach mindset est là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ce qui est sous-côté, c'est toutes les petites victoires. Et en fait, je pense qu'on accorde un peu trop d'importance à quand on n'y arrive pas, quand on galère. On le sait, hein, la vie d'entrepreneur, c'est pas facile, on se prend des bâches, etc. Il y a un client qui signe pas. Mais en vrai, il y a plein de petites choses qu'on fait et on oublie des fois de prendre un peu de hauteur et de se dire « Ah, j'ai atteint ça. Ah, aujourd'hui, j'ai fait ça, c'est cool quand même. Tu vois, même de faire le bilan de la semaine. Tu vois, on le fait avec les feedbacks de la semaine et de se rendre compte du chemin que tu parcours. Et tout ça, c'est des petites victoires qui, quand même, c'est des briques. Et au bout d'un moment, tu construis un mur et tu finis par construire une maison, voire même un château, tu vois. Et toutes ces petites victoires que tu traverses, faut les célébrer. Mais c'est clair, c'est les barreaux de l'échelle, tu sais, c'est la métaphore Ouais, de c'est ça. l'entrepreneuriat, c'est une longue échelle qui monte jusqu'au nuage. Vas-y, réjouis-toi d'avoir monté monté sur le premier barreau et d'enchaîner C'est sur ça. les autres. Et en fait, tu vois, le premier barreau, par exemple, pour donner un exemple, c'est t'as décroché ton téléphone et t'as appelé ton premier client ou ton premier prospect. T'as franchi l'étape. Ça y est, c'est une victoire, c'est cool, tu vois, t'as progressé, t'as avancé dans ton état d'esprit, dans plein de choses. Donc, tout ça, à chaque fois, faut essayer de prendre du recul et de se dire, ah, aujourd'hui, j'ai fait ça, c'est cool. Tu vois, ouais, effectivement, t'as pas signé 10K, tu vois. Mais ça n'arrive pas non plus tous les jours de signer 10K. Par contre, il y a plein de petites actions que t'arrives à faire qui ont autant d'importance que signer 10K, si ce n'est plus, parce que tu construis quelque chose de Et durable. puis ça te rapproche des 10K. Exactement. Exactement. Mais c'est ce qu'on fait aussi au début des... Ça, j'adore ce rituel au début des cerveaux collectifs avec les vidéopreneurs. Donc, c'est le jeudi matin. On se retrouve de 10h à 11h30. Et on est en petit groupe de vidéastes et on échange sur des problématiques qui nous sont propres. Et il y a le rituel du début, c'est le focus positif. Et cette toute petite phrase, tu le vois, en fait, à l'écran, que ça booste des gens de dire « Ouais, positif, ouais, la gratitude, pourquoi je suis... » Et ils le disent, ils le verbalisent et il se passe quelque chose. C'est une petite victoire. C'est quelque chose qui roule, ça marche, tu vois. Ça Donc, va ouais, dans ce trop bien sens-là. vu. Ouais. Ça va dans ce sens-là parce que le focus pro-perso positif, il permet de faire ce travail de dire ok, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine, quoi. Ouais. Et d'aller chercher du positif. Et franchement, moi, ça m'arrive quand même très souvent en CC d'être face à un vidéopreneur qui me dit Je sais pas. putain, je sais pas. Ouais, c'est clair. Et donc, il prend un petit peu de temps pour réfléchir. Et finalement, il trouve toujours quelque chose, quoi. C'est un peu la nature humaine quand même d'être C'est beaucoup ça. plus focus sur le négatif que sur le positif. Ouais. Question de survie. Ça nous Toi, tu- impacte Ouais. plus, ouais. Tu demandes à un joueur de poker sur quelle main il a perdu, il te le dira direct. Ouais. De laquelle il a gagné, il va réfléchir, quoi. Ouais. Ouais. Et tu sais, c'est un truc parce que il y a pas si longtemps, enfin début mars, j'étais avec que des anglophones et je me suis rendu compte à quel point en France on est méga négatif en fait. C'est eux à chaque fois qu'ils voient quelque chose, c'est toujours ouais, elle est géniale. Bon, c'est peut-être l'excès inverse, mais il y a très peu de négatif. Je me disais mais attends, c'est abusé, ça fait 3 quarts d'heure qu'ils parlent, il y a rien de négatif qui a été dit sur les gens. Alors que nous en France, le premier truc quand on parle de quelqu'un, quelque chose ou quoi, c'est ouais, franchement. Je sais pas. la Après, personne, elle c'est abuse. une généralité. Il y a des gens dépressif aussi Non, chez mais les sans dire que anglophones. t'es dépressif, moi je vois bien qu'en France, il y a quand même une critique très facile de t'as écouté un podcast, t'as fait quelque chose, tu vas toujours aller voir. Ah, moi je suis pas d'accord avec ça. Et tu sais, eux ils sont plus dans ah ouais, c'est formidable ce podcast, ça m'a appris plein de choses. Ils sont plus, c'est l'excès inverse. Mais vraiment, ça m'a choqué de me dire, mais ça fait 1 heure là. Ici, rien passé de négatif dans la conversation. Ah, Il y en c'est a- super. Des fois, je sais pas, ils écoutent alors moi, c'est des gars un peu dans la techno, hein, je vais pas avoir des rêves techno. Mais en gros, ils écoutaient des sets et tout, ils disaient, ouais, genre cette DJ, ouais, she's wonderful, la, et tout. Et tu sais, genre, j'ai jamais eu cette conversation en France. Le premier truc qu'on me dit en France, c'est, ouais, elle est surcotée, hein. Direct, hein. Et moi le premier, tu vois. Et on a plus cette critique-là. Je suis assez d'accord. Hein. Ouais, après, je vais dire un autre je truc. reviens d'un mariage où il y avait tous mes copains de Montréal. En fait, tu vois clairement une différence entre l'état d'esprit, je trouve, des Canadiens qui sont quand même plutôt nord-américains et donc plutôt optimistes versus les Français, quoi. Franchement, Ouais. c'est une réalité, quoi. Je trouve que globalement, Ah ouais. il y a quand même une énergie beaucoup plus positive et plus dans l'optimisme, quels que soient les sujets, en Amérique du Nord qu'en Europe. Mais tu te rappelles, on était à New York, l'avocat Ouais. qu'on croise. Attends, je Ah oui, te c'est clair, sors c'est le trop contexte. On parle à un avocat.
dans la Et rue. que vous rencontrez par Voilà, hasard. dans la Au mois rue. d'octobre à New York, à côté du Madison Square Garden, à quelques Rassemblement semaines de Trump. des élections. Voilà. Il y a que des mecs de Trump, rassemblement de ouf. Il y a un avocat qui est là, qui est pas du tout pour Trump, et le seul truc négatif qu'il nous a dit sur le moment, c'est moi je suis peut-être plus en accord avec l'autre camp. Ouais, c'est le truc le plus négatif qu'il nous a dit de la conversation. Alors que quand je dis que c'était le rassemblement de Trump, c'est que des pro-Trump et tous les clichés qu'on peut imaginer. Il y avait un énorme pick-up. Je me rappelle la vidéo, vous l'avez Ouais. postée quelque part, j'étais là, En mais story, non, quel peut-être. cliché et tout. Ah ouais, mais ouais, il oui. y avait que des clichés. Ah ouais. Et vraiment, tu vois, ce que tu peux te dire un mec du Texas, tous les clichés d'un mec du Texas, ils étaient tous là, tu vois. Donc voilà. Mais tu vois, mais même en termes, pardon, hein, je reviens là-dessus, mais en termes neuroscientifiques purs, si tu es dans un discours permanent de critique, de complications, de contraintes, d'obstacles, ton cerveau, il entend vraiment ce que tu dis. Et il Ouais. se conditionne autour de cet environnement, de cette ambiance-là. Et il cultive ça, il garde ça. Alors que si tu hacks ton propre cerveau en trouvant des choses positives, mais vraiment, le simple fait de tenir un crayon dans ta bouche comme ça pendant quelques secondes, en fait, ton cerveau, parce que ton rictus est activé, pense que tu souris, donc pense que tu es heureux, donc sécrète de la dopamine. Et c'est incroyable quand même. Cultiver un discours négatif, ne pas se focus sur les petites victoires, le positif, ça t'entraîne dans le tunnel en fait. Ouais. Il faut sortir de ça, c'est sûr. Il faut cultiver un état. Bah, tu sais, moi je vais être premier pas d'accord là. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, moi. Ok, vas-y. Avec ce que je Vas-y, dis, j'ai c'est dit- intéressant. Ouais. Est-ce que les petites victoires, Ah célébrer les victoires même, petites ou grandes. Ah, punaise, alors je vais vas-y, savoir vas-y. pourquoi. Non, en vrai, là j'abuse dans le sens où tout à l'heure j'ai dit à Antoine, j'ai dit j'aimerais trop qu'on dise des trucs et d'un coup il y a un, il est pas d'accord. Ah, mais ça va va arriver. être, ça va être perso. Bah, en fait, Vas-y. bon, quand je vois les miens, je me dis tout le monde est d'accord. Mais pourquoi? Parce que ça va être personnel, hein, ce que je veux dire. Bien sûr qu'il y a des gens, célébrer vos victoires si vous êtes à l'aise avec ça, c'est le plus important. Mais je trouve que célébrer des victoires, c'est se dire, je cherche cet état fini. Et en gros, je cherche un état en fait. Je cherche à avoir 100 000 euros, à faire mon premier appel. Tu devrais pas te satisfaire de ce que tu fais, mais de la démarche où t'es de progression. Donc en fait, c'est très ok d'être incomplet. Donc on s'en fiche de célébrer ta victoire. Limite, célèbre rien et sois juste dans ce devenir. Et tu dois être heureux dans ce devenir, pas dans un état de fait. Sinon, tu te condamnes au malheur. Parce que ton désir va être toujours chassé par un autre. Et en gros, c'est juste, t'as passé un appel, ouais, c'est un point dans une courbe. T'es sur la voie, mais le célèbre pas. Ah, mais quand t'es bloqué pour passer un appel, quand t'arrives pas à décrocher ton téléphone parce que c'était une crainte, c'était une peur, Débloque-toi. On va rendre un vidéopreneur, débloque-toi. tu te dis pas. Et lui, c'est un surnom forcément, de déblocage. forcément. Forcément, il comprend pas. Mais tu te dis pas. C'est cool ce que je fais quand même, c'est chouette, tu vois. Bah, là, je prends l'avocat du Mais diable. je sais. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, que tu peux te dire ça si ça te fait du bien. Mais dans les faits, Nietzsche, tu dois pas hein. être. C'est ça exactement, tu dois pas être heureux. Ou en fait, c'est pas un truc que tu dois célébrer en Faut soi. pas t'en satisfaire, quoi. Faut Exactement. pas- Ouais, bien sûr. T'as- mais Bah, c'est- théorique. c'est ce qu'il dit quand il dit Non, c'est mais pas un oui. état fini quoi. Il Voilà, dit c'est ça. c'est une Oui, évolution on est à quoi d'accord. sur une Parce que courbe. le Il piège y a de des ça. gens qui ont besoin de ça quand même. Bah oui, c'est ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a des gens qui Là, mais c'est pour ça que oui, il y a des gens qui ont besoin de ça. Mais des fois, il faut aussi dire peut-être l'inverse, le côté. Si t'arrives à être heureux dans un devenir et pas de célébrer un état de fait, bah, en fait, tu te condamnes au bonheur à vie et dans une progression où t'es jamais satisfait de là où t'es. Effectivement, après, c'est intéressant de dire qu'à chaque étape, son truc, les réseaux sociaux, ça rend tout facile. Tu sais, par exemple, tu suis les réseaux sociaux, faire 1 million en 3 mois, c'est facile. T'as vraiment cette impression. Faire un marathon, c'est facile. Bah non, c'est pas facile. Décrocher ton téléphone et prendre un rendez-vous, c'est pas facile. Alors qu'il y a des gens. Alors le fait est que quand tu vas rentrer dans un vidéopreneur ou même tu vas fréquenter d'autres entrepreneurs, c'est qu'une histoire d'échelle. C'est sûr que nous, avec Quentin, on fréquente des fois des entrepreneurs. Enfin, quoique, on rencontre des entrepreneurs pour qui décrocher un téléphone et prendre un rendez-vous, c'est simple. Demain, tu croises Guillaume Moubèche de l'Emlist. Bon bah lui il est pas à ce truc là de dire j'ai peur d'appeler, lui justement il a le problème inverse, il appelle tellement qu'il saoule ses clients, tu vois. Et c'est une histoire d'échelle, mais Guillaume Wesh a d'autres types de problématiques et c'est toujours bien d'être dans le devenir, d'être juste centré sur soi, de qu'est-ce qui est difficile pour moi, juste je le passe mais je le célèbre pas forcément, tu vois. L'obstacle et le chemin. Après je dis ça parce que moi j'en ai pas besoin, donc c'est facile pour moi, tu vois. Non, mais c'est bien qu'il y ait plusieurs aussi sons de cloche. Bah, et tout, il y a forcément. Il y a des, en fait, au sein des vidéopreneurs, il y a des étapes clés Oui, auxquelles tu dois passer pour te dire ok, ben en fait, je valide clair. mon chemin aussi, tu vois. oui, Tu c'est vois, clair. effectivement, le premier appel, premier rendez-vous pris, premier rendez-vous réalisé, première propale réalisée, première signature, etc., etc. Un peu comme un Hall of Fame, tu vois, où tu dis ok, ben c'est un point d'activation, je l'ai fait, quoi. Mais du coup, pour aller un peu plus loin, quelque chose que j'avais partagé en CC aussi avec d'autres vidéopreneurs qui est très intéressant, je trouve, notamment pour la partie peut-être prospection,
où tu as majoritairement des échecs que des succès, c'est d'aller célébrer les échecs et pas les victoires. Tu vois. Comme les divorce parties maintenant aux États-Unis, Ouais, il y a juste qui célèbrent leur divorce, en fait, ils font une fête. Oh, le capitalisme, il trouve de l'argent partout. C'est sûr. Mais du coup, aussi... ça limite presque plus de sens de célébrer un divorce. Tu célèbres ta liberté, tout ça. Enfin, la fin de conflits, de trucs. Non, mais tu pourrais, tu vois. Potentiellement, moi qui suis marié, je ne suis pas libre. Donc, ok, très bien. Ça arrive en France. Tu vas voir que les vidéastes de mariage, je te le dis, je suis persuadée qu'il y a, c'est sûr. Il y a vraiment quelque chose à faire. En tout cas, pour revenir à la prospection, c'est je passe 5 coups de fil et en fait, je prends qu'un seul rendez-vous client. Et de célébrer en fait que tu t'es pris 4 noms, quoi. Tu vois, te dire ok, tous les 5 noms, ça veut dire que tu avances. Et c'est quoi son petit plaisir? Ah, c'est un petit carré de chocolat. Vas-y, en fait, fais-toi plaisir, tu vois. Célèbre en fait ce passage-là, ces échecs-là, parce que tu sais que tu avances, tu vois. Ouais. Et à contrario, peut-être moins les réussites, parce qu'il y en a moins. Et donc, en fait, en termes d'énergie, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais en réalité, ça fonctionne super bien. Ah, c'est clair. Je pense que Tu nous donnes quoi, un petit... C'était quoi, toi? C'était sous-côté? Un petit sur-côté, Guillaume? Un petit sur-côté. Moi, je terminerai par un sous-côté. Ça, on l'a déjà un peu dit. Ouais, mais ça... sur-côté. Sur-côté. Il aime trop faire ça. Sur-côté. C'est un mindset. Ah, c'est bien. Vas-y. J'ai mis bosser dur. Dur / longtemps. Sur-côté. Je pense que ça fait aucun effet que tu bosses longtemps ou peu sur ton activité. Et d'ailleurs, c'est le 20-80 en fait, c'est ça. C'est ça, mais surtout le côté hustle, quoi. Surtout, je comptais ensuite. Moi, il y a des gens que je suis sur LinkedIn ou qui sont pas forcément vidéastes, qui sont peut-être ailleurs. Ils disent ouais, moi, j'arrive pas à bosser moins de 80 heures. C'est le problème principal du CEO et tout. Genre, franchement, c'est le truc que moi, j'ai jamais arrivé à bosser 80 heures dans une semaine, tu vois. Je sais même, franchement, si tu me dis bosse 80 heures, je saurais même pas quoi faire. Mais c'est parce que t'es grave expérimenté, moi ça m'étonne. Pardon, j'ai oublié, ça m'est jamais arrivé. Genre, depuis que j'étais pas expérimenté, que j'ai commencé vidéaste en mode je savais absolument pas vendre, je n'ai jamais bossé 80 heures de ma vie. Et une fois, je croyais que je bossais de ouf, j'ai mesuré mon temps avec Toggle, et j'étais même pas arrivé à 35. J'étais dégoûté un peu. Hein. J'étais genre en mode, moi, pour ma tête, j'avais bossé 50 heures. Hein. Donc, moi, là, le truc, c'est. Et justement, en étant expérimenté, en ayant peut-être réussi à faire plein de trucs, j'ai jamais bossé, franchement, bossé 40 heures. Allez, peut-être une fois, j'ai dû bosser 40 heures dans ma vie, tu vois. En fait, moi, je vais apporter plusieurs nuances. La première, c'est qu'effectivement, il ne faut pas se retrouver à être, je ne sais pas si vous avez cette image-là, du nageur au JO 2000 de Sydney, qui se retrouve tout seul dans son bassin olympique, donc à 50 mètres de longueur. Il n'avait jamais nagé dans un 50 mètres. Et en fait, c'est lui qui nage le plus fort. Tu vois. C'est lui qui dépense le plus d'énergie, mais il n'avance pas. Tu vois. Et en fait, il ne faut pas se retrouver effectivement dans cette situation-là, où je te rejoins, où en fait, derrière, tu vas te rassurer en disant, en fait, je travaille fort, j'ai un volume horaire important, et donc en fait, ça va marcher. Ça, je te rejoins. La nuance, je l'ai perdue. C'est que des fois, il y a peut-être des moments de rage. Ah oui, non, c'est que voilà, exactement. C'est qu'en fait, c'est totalement ok de mettre des coups de collier, mais il faut toujours que tu aies une échéance. Il faut toujours avoir une date de fin. Ah ouais. En fait, c'est ça le risque. Si tu n'as pas d'échéance, c'est en fait de te cramer et de mourir à petit feu. Quoi, c'est l'image du fractionné dans la course, tu vois. C'est que tu sais que si tu fais ton fractionné, tu vas jusqu'à un point que tu as visualisé ou une durée qui est là sur ta montre. Tu sais que tu vas t'arrêter. Pardon, je Non, t'inquiète. En tout cas, s'il y a un moment dans ton business, tu as besoin de travailler 80, c'est quand même beaucoup, hein, mais voilà, je sais pas, 60 heures. Si tu as besoin de ça pendant une semaine, 2 semaines, bah ok, en fait, fais-le, tu vois. Mais au bout de 2 semaines, ça doit s'arrêter. Ouais. C'est pas un rythme normal. Ouais, voilà, exactement. Et ça, c'est important. Et après, il y a un troisième élément. Là, je vous invite à lire un bouquin qui s'appelle La 25e heure, qui est très intéressant, où on parle beaucoup d'optimisation d'outils et de gain de temps. Et en fait, aujourd'hui, on a des outils extraordinaires, et notamment juste en fait avoir un ordinateur qui est censé nous faire gagner du temps. Et en fait, quand ça a été créé, l'informatique, in fine, l'objectif, c'était de faire gagner du temps à tout le monde. Mais tout le monde se retrouve toujours à travailler 35 heures par semaine, 5 jours sur 5, tu vois. Et en fait, c'est un non-sens, tu vois. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'on n'est pas dans l'optimisation des outils. Et nous, aujourd'hui, on est libre de faire ce qu'on veut, donc on cherche toujours l'optimisation. Donc, effectivement, on gagne du temps. Mais la réalité, c'est que quand tu viens d'un univers où, en fait, on t'apprend pas à optimiser ton temps, t'apprend pas, en fait, à chercher peut-être les outils qui vont te faire gagner du temps,
ben en fait, t'es là à continuer à faire des tâches qui sont manuelles, qui sont peut-être archaïques, alors qu'aujourd'hui, il existe des outils extraordinaires. Un, parce que tu sais pas t'as pas cette logique-là, et deux, t'as peur du vide. T'as peur de ne travailler que 10 heures par semaine. Tu vas faire quoi du reste? Il y a la notion de culpabilité aussi. Ouais, complètement. Et en fait, ça c'est... Comment? Non, j'allais dire, c'est pour ça que beaucoup procrastinent de manière active, quoi. Et donc là, on revient aux réseaux sociaux, on revient à, vas-y, mon site web, nanana, et en fait, on oublie qu'en fait, in fine, on bosse pour derrière le bien de notre vie perso. Notre boîte doit être au service de notre vie perso et pas l'inverse, quoi. Et ça, c'est un long chemin. Moi qui viens d'un univers où on travaillait énormément, on faisait des gros volumes horaires, écoutez, je caricature un peu, mais bon, tu pars à 18h, tout le monde, tu traverses un open space de 85 personnes, tout le monde te regarde en mode mais attends, il a pas d'enfant lui, pourquoi il rentre, tu vois, c'est voilà. Il y a des choses à mettre en place, mais quand on se découvre en tant qu'entrepreneur, on va souvent avoir des mauvais réflexes par rapport souvent à ça, quoi. À ça, ou même si on l'a pas vécu, à notre entourage, nos parents, qu'importe, quoi, tu vois. Moi, j'ai vraiment appris ça avec vous, hein, tu te rappelles? Ouais. Et encore, il y a pas très longtemps, j'étais dans cette configuration, en fait, et je le dis, tu vois, j'en parlais avec Pénélope, ma filleule, un bisou à Pénélope, de dire ça, de dire, en fait, c'est sur des périodes limitées, où tu sais que tu vas être à fond, parce que tel client, il y a un rendu urgent, il y a une livraison qui est là dans quelques jours, et tu t'es engagé pour ça, et tu fais payer ton client aussi pour ça, parce que tu livres vite. C'est difficile pour moi de freiner. C'est difficile pour moi de freiner. Je suis dans une configuration où je suis indépendante, j'ai pas d'enfants, mon homme travaille aussi de son côté, on respecte vraiment notre autonomie à chacun et tout ça, donc il y a du temps. Donc le temps, c'est du travail, tu vois. Même parfois, je m'assois à mon bureau, j'ai pas la sensation de travailler, pourtant je travaille. Et je sais que mon cerveau a besoin de phases de repos, et c'est un travail pour moi de me dire arrête. Tu n'y arrives pas, hein. Tu n'y arrives pas parce que tu l'avais dit, je vais passer un certain seuil et je vais pas travailler pendant un mois. Et j'ai pas fait. Ouais, tu l'as pas fait. Et on a plusieurs exemples comme ça de vidéopreneurs qui sont usés en fait à courir après la réussite, après les contrats, après l'argent, etc., etc. Donc ouais, non, effectivement. On en a parlé, on avait organisé un hot site durant mon mastermind où justement c'était ce problème-là de pas pouvoir décrocher des écrans, de pas pouvoir décrocher du travail, même dans ma tête. Qu'Antoine me donnait le conseil de bloquer mes jours off, le premier truc que tu fais dans l'organisation de ta semaine, c'est bloquer tes jours off et c'est te contraindre à sortir, c'est-à-dire dire à une copine viens, on va boire un café, ou accepter des invitations ou des choses comme ça pour avoir des vraies respirations, quoi. Je progresse. Mais c'est aussi une personnalité et un conditionnement familial, tu sais, la notion de travail, la valeur travail. Évidemment. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais le plus important, je crois, c'est de conscientiser le truc. C'est de se dire, t'as vu là comment tu fonctionnes? Pourquoi ça fait 3 fois dans l'année que t'es super malade à l'issue de phases de travail intense? Tu réfléchis à ça, en fait. C'est normal, ça? Personne te met le couteau sous la gorge. C'est toi-même, en fait, qui fait ton choix, là, tu sais. Tu vas pas mourir de faim. T'as de quoi tenir. Je t'avais dit un certain seuil. En fait, ouais, j'ai de quoi tenir. M'arrêter de travailler pendant un mois, c'est cool. Bah, j'arrête pas. Ouais. Donc c'est une réflexion autour de tes fonctionnements. Le truc que je disais, c'est plus sur le surcoté. En fait, travailler dur dans le sens longtemps ou souffrir au travail n'est absolument pas corrélé à tes résultats. Mais complètement. Alors il y a un juste milieu entre travailler 2 heures par semaine et 80. C'est juste d'avoir un peu ton rythme de croisière, tu vois. C'est ça. Ton truc, en fait, c'est le rythme du marathon. C'est même en fait parce que le rythme du marathon, c'est un peu un truc simple où t'as ta quantité de travail, mais il faut que ton volume de travail, disons, il soit correctement occupé par des choses qui ont des effets de levier, des vraies tâches, quoi. Tu regardes des gens, moi, je le vois au coworking, pour des coworkers qui m'écoutent, mais en fait, 90% de leur taf, je peux le supprimer, en fait. Ça n'aura aucun impact dans ce qu'ils font. Mais pour moi, c'est évident. Je veux dire, là, je vois que tu fais 10 millions de trucs. Tu pourrais faire autrement, pas faire ça, que ça ne changerait rien. En fait, t'as que 10% d'utile, en fait. Bah, au lieu de travailler 80%, 90% qui servent à rien, travaille que sur ces 10%, fais-le un peu plus, tu auras 10 fois plus de résultats. Ouais. Et toi, c'est sur les réseaux, moi, quand je vois sur LinkedIn ou quoi, les gens qu'on peut suivre, des entrepreneurs qu'on a pu connaître avec Antoine, qui sortent même du scope vidéo, il y a des gens, ils travaillent de ouf, ils ont un quart de nos résultats, enfin, je vois. Et en fait, ils se crament, ils sont en burn-out, tu les vois, ils sont en pleurs de 3 mois sur 12. Tu te dis, bon, bah merde, ça marche pas de ouf, quoi. C'était dans ce sens-là que je disais, c'est surcoté. T'as pas besoin de travailler beaucoup, en réalité. Mais sur les bons trucs, par contre. Tout le monde est d'accord? Bah ouais. Vas-y, à toi. Moi, mon sous-côté, ça a tourné autour de la bouffe. Déjeuner avec vos clients.
Ah, j'ai cru que t'allais dire manger si Ah, ça, chocoté. c'est tellement puissant. Et pourquoi pas Sous-côté donc, hein. Ah oui, sous-côté. Ah oui, ok. Ouais, sous-côté. Et Complètement c'est d'accord. quelque chose que j'ai énormément pratiqué et que c'est vrai qu'on recommande aussi auprès des vidéopreneurs. Et en fait, je réalise que c'est pas tant fait, quoi. Et bon, c'est juste extraordinaire. Ouais. Ça, c'est Et vrai. déjeuner avec son client, ça veut dire, donc par définition, que c'est un client. Donc il y a déjà une collaboration, il y a déjà une rémunération aussi. Et ça intervient très facilement après la livraison de la VF, quoi. Ouais. Et ça permet de faire un suivi, bien sûr du projet, ça permet derrière d'optimiser la relation, ça permet de se projeter sur la suite. Et c'est comme ça qu'on va chercher des partenariats. Et là, en plus, là, on enregistre, on est au mois de mai. C'est une période qui est fabuleuse pour déjeuner avec ses clients parce que les beaux jours sont de retour. L'été arrive, donc en fait, on parle très facilement des projets un peu plus perso, mais c'est des moments clés pour parler un peu plus perso avec son client. Et la relation, elle est approfondie. Et elle est consolidée. Et quand on déjeune avec un client qu'on invite, il pense beaucoup plus facilement à nous quand derrière il a juste une petite idée qui se dit tiens, peut-être on peut faire quelque chose avec Marie. Ouais, parce que ce qui se joue là, c'est de sortir du cadre formel de tout ça. Bah oui, complètement. Et on fait sortir son client de son bureau aussi. Exactement. Donc Et là, il va tu vois, on est encore plus d'égal à égal, j'ai envie de te dire. Et puis, t'as un rapport qui est différent. C'est le partage aussi. Ouais, Le c'est ça, partage de mais repas, il de y a- pouvoir, tiens, toi tu bois une bière, enfin, tu sais, t'as vraiment une idée différente, tu te fais une autre image de ton client, lui se fait une autre image de toi. Moi, j'avais un client comme ça, où on se tapait un délire, où on allait toujours manger asiate. Toujours. Ah, j'en connais un autre. J'ai jamais emmené de client dans un Sichuan. C'est particulier. Non, mais les Sichuanais, c'est particulier, ouais. Mais à chaque fois, on allait manger asiate pour faire un point sur la prochaine vidéo, et c'était notre petit rendez-vous. C'était un petit moment qu'on kiffait. On faisait ça le mardi midi en général, tu vois. Et ouais, c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé un vrai lien aujourd'hui et avec qui je monte un autre projet, tu vois. Donc ouais, ça a amené quelque chose de différent, c'est sûr. Et ça laisse la place aussi à des choses plus perso, à des partages peut-être plus profonds, quoi. On parle un peu de sa famille. Exactement, Et ouais. aussi, bon, ça c'est mon côté observatrice des fonctionnements, des gestes, de la communication non verbale, tout ça, de voir ton client commander. Il y a des toutes petites choses qu'on peut observer dans le comportement social de ton client qui n'est pas que en interaction avec toi. Là, il y a une personne extérieure qui vient prendre une commande et il y a toute une façon de choisir aussi, de choisir dans le menu. Moi, je l'ai vu avec une cliente récemment avec laquelle je suis allée déjeuner. J'ai compris des choses sur ce qu'elle aimait, comment elle aimait fonctionner dans sa façon de choisir ce qu'elle allait manger. Ok. Ouais. Et ça apporte quoi En fait, je me suis rendu compte qu'elle avait qu'est-ce que t'as compris, certaines exigences, il y avait des choses qu'elle aimait bien avoir vite. Et la façon dont elle le demandait aussi. Et je sais pas, c'est difficile de l'expliquer. C'est plus quelque chose de l'ordre du ressenti, mais je me suis dit, ok, elle fonctionne comme ça. Ouais. Ok, c'est rigolo parce que je peux l'appliquer à mon travail avec elle ensuite, réagir de façon à ce qu'elle se sente dans une forme de sécurité, de bienveillance ou de, je sais pas. Ça conditionne aussi le rapport que j'ai avec elle, sa façon d'être avec les autres. Et puis t'aimes ça. Et puis, si tu veux dire observer ça? Bah oui. Ah ouais, complètement, Ouais. c'est mon kiff. Ah oui, j'adore ce genre de petits signaux comme ça, ouais. J'ai plein d'anecdotes, moi, sur les déjeuners que j'ai pu réaliser. Drôle, hein, on va rigoler un petit peu, mais je commence ma carrière, je suis un bébé, hein, et je suis donc à Paris. Et en fait, je me dis, et donc je me fais des restos parisiens, et on avait un budget qui était quand même sympa, donc je me disais, je vais en profiter pour goûter plein de choses. Sauf qu'il y a des choses quand même bien identifiées que je n'aime pas. Sauf que je connaissais pas nécessairement le nom de tous les plats, j'aime pas trop le poisson par exemple. Et combien de fois je me suis retrouvé à commander un truc, et en fait c'est du poisson, quoi, tu vois. Genre, je me souviens, la première fois que ça m'était arrivé, j'avais commandé un lieu noir. Et en fait, je vois lieu noir, et puis en dessous, toutes les garnitures. Et je me dis, ok, c'est végé, vas-y, go, tu vois. Je pensais que lieu noir, c'était, je sais pas, Lieu noir, tu penses? Tu savais pas que c'était? Non, je savais pas, tu vois. Et là, je vois le plat, je fais, mais attends, je vais commandé ça. Et je dis ça devant mon client, quoi. Et elle me dit, bah si, t'as demandé du lieu noir. Je fais, ah, ok, mince, bon, Tu l'as mangé ou pas? Donc voilà, ça c'était une première anecdote. Ça Mais genre là, tu le manges là? Ah oui, je l'ai mangé, mais Ah ouais. en fait, en réalité, Tout pour. non, mais, J'ai été malade. non, mais j'étais totalement transparent en disant, j'aime pas le poisson, mais bon, écoute, c'est l'expérience, vas-y, j'y vais, tu vois. Et ça m'a aussi déjà arrivé pour des abats, donc ça, c'est beaucoup plus compliqué. Aïe, 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 ça c'est particulier. Ah Peut-être que je commande des trucs au Ah resto. ouais, mais je me dis, je tente, quoi. Il y a des Je règles, tente, tu vois. Non, mais quand t'es au restaurant, quelqu'un que tu connais pas trop, quand tu vois un nom que tu connais pas, tu sais que ce soit un rendez-vous client ou rendez-vous amoureux, il y a des trucs que tu vas pas prendre. Tu vas pas prendre des gambas, tu vois.
Ouais, Ouais. Alors, il y a des choses qui sont difficiles à manger, je te rejoins. Les digressions sont incroyables. Ah, les gambas, c'est surcoté, toi. Ouais, je trouve ça grave courageux. Ouais, c'est quand même. Il y a un date qui s'était pas bien passé parce qu'elle avait commandé des gambas, tu m'avais dit. Hein. Bref, non, sur la partie bouffe, c'était très drôle. C'est un autre point, c'était un client, le tout premier rendez-vous que j'avais réalisé avec lui. Donc c'était encore un prospect. Il est arrivé 30 minutes en retard. Oui. Quand il est arrivé, il m'a dit vous avez 5 minutes, genre en mode vraiment vénère. Finalement, ça s'était quand même pas trop mal passé. Ça a duré à peu près 35-40 minutes. J'ai bossé avec lui et ensuite je l'ai invité donc au resto et c'était incroyable comme moment. Parce qu'en fait, il s'est délivré, il était devenu beaucoup plus naturel. C'était une personne qui avait 50-55 ans, qui commençait à me raconter toutes ces histoires de conquête quand il était plus jeune, tu vois. Mais en mode nostalgie, tu vois. Tu sentais que ça lui faisait du bien de raconter tout ça. On avait bu un petit verre, tu vois. Et il me dit, mais c'est incroyable, il y a encore 3 mois, tu vois, j'étais une merde pour lui, tu vois. Il me disait, mais qu'est-ce qu'il fout là malgré mes 30 minutes de retard, il a pas lâché le bout, il est encore là, tu vois. Et d'avoir pu créer une relation comme ça avec lui. Et in fine, ça m'a permis de rencontrer son réseau et de continuer de développer mon business. Et je me dis, c'est ultra puissant quand même. Rien que pour ça, ça ne serait jamais arrivé si c'était pas en déj, quoi. Ah, mais t'as trop raison. Et voilà, et j'en ai encore plein d'autres, mais je les garderai pour du off. Mais ouais, les déj, en tout cas, c'est ultra puissant. Et juste peut-être le dernier conseil que je peux donner pour driver, enfin pour cadrer quand même le déjeuner, deux techniques. C'est la première, c'est un client quand même qui vous a bien payé. Quelqu'un qui a 500 balles ou en free-to-free, on n'y va pas. Et driver sur plutôt entrée plat ou plat dessert, parce que bon, ça peut aussi très vite revenir cher, et l'idée c'est pas non plus de s'enfiler tout le restaurant et de passer l'après-midi à dormir, quoi. Ouais. Non, mais déjà, d'un point de vue très rationnel, ce que j'adore dans le déjeuner, c'est que tous les clients vous déjeunez en fait. Tu sais, souvent il y a des gens qui disent, ils pensent que un café, on prend un café 10 minutes, c'est pas engageant, mais quand je prends un café 10 minutes à 10 heures, bah ouais, mais moi j'ai une tâche, c'est-à-dire je coupe ma tâche, je fais ton café avec toi. Alors que le déjeuner, ils vont déjeuner. Tu sais, ça mêle un peu l'utile à l'agréable. Et c'est vrai que moi j'aime bien le truc comme ça de pas trop prendre personnellement les choses, notamment dans la prospection, quand t'es en prospection ou que t'es en entretien client ou dans une relation un peu formelle avec des clients. Il y a une petite résistance de la part de ton client, tu vois, quand t'es en prospection, tu le déranges un peu, là il se met un peu en résistance, tu vois. C'est normal qu'il soit un peu désagréable, donc ça m'étonne pas trop. Bon, là, c'était un peu abusé, l'essence que t'as dit, où il se pointe 30 minutes en retard et tout. Mais il y a un côté, sans s'excuser à rien, tu vois, en mode... t'es là, toi, tu vois. Il y a vraiment un côté en prospection, les gens, ils sont froids. Enfin, ils peuvent être froids, c'est très peu souvent le cas, mais ils vont être plus froids. L'entretien client, pareil, il y a quand même une petite résistance, c'est pas ton pote non plus. Mais dès que tu passes le déjeuner, bah c'est bon, tu vois. Ouais, vraiment. Et après, ça devient vraiment ton pote, plus ou moins. Enfin, moi, je sais qu'avec des clients, je peux aller faire du vélo de descente, je vais faire plein de trucs. Qui n'avait rien à voir avec le truc de base qui était faire de la vidéo. Je me suis retrouvé à jouer au poker avec des clients, moi, chez eux. Ouais, tu vois, c'est incroyable. Moi, je l'ai invité à mon anniversaire avec ses enfants et tout ça. Donc, carrément. C'est trop bien. Et puis, le déjeuner, ça a particulièrement du sens en France. C'est-à-dire qu'en France, on aime manger entre midi et deux, quoi. C'est très culturel encore. En France, on a encore cette chance d'avoir des moments clés dans la journée où on mange. On a cette structure, cette discipline par rapport aux heures et à la bouffe, donc il faut en profiter. Si vous nous écoutez, que vous êtes au Canada par exemple, c'est un peu moins le cas. Pour l'avoir expérimenté, tu passes moins de temps à déjeuner, il y a moins ce côté un peu rituel. Ouais, on apprécie le moment. Mon premier déj que j'ai fait avec un client à Montréal, ça a duré 45 minutes, c'était expédié. C'était un délire, vraiment. Alors que souvent une bonne, souvent un bon déj avec un client, ça peut durer plus que 2 heures. Donc et puis ça contribue aussi. Tu sais, on parle souvent de l'expérience client, le moment que tu fais vivre à ton client, crée du lien. Et c'est vraiment ça. Pour le coup, un déjeuner, c'est aussi un moment. Et il peut y avoir une private joke qui ressort après sur un moment de tournage où on a vécu quelque chose ensemble autre que du contexte pro pur, quoi. Ouais. Tellement. Vas-y, un petit sous-côté. Sous-côté pour toi ? Ah, tu voulais... Non, j'ai dit la même chose que toi. J'ai dit sous-côté pour moi. Ou sur-côté d'ailleurs, en vrai. Bah, t'as déjà fait un sur-côté, non ? T'as commencé par ça. J'ai commencé par un surcoté. Ah, mais allez, un sous-côté. Allez, un sous-côté, ok. Le podcast et vidéopreneur. Dans l'organisation et la structure, un sous-côté pour moi, c'est... Alors, tu vas voir, ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est créer des rituels créatifs. Je crois que c'est très important parce que je le constate de plus en plus dans le collectif des vidéopreneurs, qu'il y a énormément de gens qui se lancent aussi dans ce métier parce que ce sont des créatifs. Et
quand ils rentrent dans un contexte pro, dans une sorte d'enchaînement de contrats, de prospection, de propal, de réflexion autour du business, ils souffrent, mais comme on peut souffrir de la faim, FAIM, tu vois, de ne plus être dans une approche créative de leur projet. Et je crois que c'est très important aussi pour reconstruire, reposer son esprit, d'être dans des mini-rituels créatifs. C'est-à-dire... Là, récemment, j'ai eu une livraison avec une post-prod qui a été... Mais genre, j'ai noirci mon âme, quoi. Tu vois, ça a été très difficile. J'ai pas aimé ce projet. J'ai pas aimé travailler sur cette post-prod-là. Et j'étais, tu sais, en mode, je me tirais les cheveux devant mon écran. Je faisais des cris d'animaux sur ma mezzanine, quoi. J'en peux plus. Genre, vraiment, j'en avais trop marre. Quel animal, ça. Le mari. Je me suis rendu compte qu'en fait, si j'avais fait des petites pauses de rituels créatifs en revenant à de la recherche, tu vois, moi j'aime beaucoup travailler en vidéo sur la double exposition, travailler les textures, travailler des narrations cinématographiques dans certains clips ou portraits que je peux réaliser. En fait, ça nourrit mon âme, quoi. Ça nourrit ma créativité et ça me fait revenir à une part de moi-même qui est très importante. Je ne peux pas être toujours dans une approche business de la vidéo. Il faut qu'il y ait cette partie de fun aussi, quoi. De recherche, voilà. Donc, et je pense que c'est sous-coté parce qu'on parle assez rarement de ça. Bon, forcément, nous, on est dans une approche aussi business et vivre de la vidéo. Mais c'est très, très important de ne pas perdre son âme créative. Je suis totalement d'accord. Moi, je l'ai senti, ce que tu es en train de dire, sur un client que j'accompagne depuis quelques années. Et à un moment donné, je me dis, mais je fais toujours la même chose, en fait. Je fais toujours des plans fixes, je fais toujours un petit mouvement de caméra, hop, je vais choper le gamin qui fait ça, etc. Ça manque de quelque chose. Et du coup, mon challenge pour cet été, où je vais aller filmer un séjour pour lui, etc., c'est d'arriver à... Alors, ça va être de la créativité, tu vois, technique, et de réussir à lui faire un truc de différent, et qui va quand même lui apporter satisfaction. Parce que le jour où j'ai tenté ça, il a Ticket. Ouais, il était... Ah, c'est vraiment toi qui as monté ce truc Non, c'est pas moi en fait. Du coup, j'avais délégué le montage à Julien, qu'on embrasse aussi. Et tu vois, j'ai senti qu'il y avait... il m'a fait un retour qui était pas comme d'hab. Mais qui était bien ou... Alors, il est hyper satisfait. Peut-être surprenant au mais départ, voilà, c'est ça. Je pense que tiens, c'est un truc différent. Mais en même temps, ce que je filmais, c'était différent. Donc, je me sentais totalement légitime, tu vois. C'était un événement, soirée, etc., etc. Donc, finalement, rien à voir avec un contexte habituel. Et il adore la vidéo, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai senti une limite à un moment donné et je me suis beaucoup focus sur mon mindset, la prospection, enfin, tout ce que tu as décrit avant, tu vois. Comment optimiser ma proposition commerciale, etc. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Je fais toujours la même chose. Tu vois, moi, je parlais de rituel créatif pour soi, de créer du contenu, de se faire plaisir. Par contre, ça, j'en suis pas encore là. Mais en apportant de la créativité à tes clients, ça, c'est vraiment une super plus-value. Alors là, je vais citer un de mes clients parce que je les aime beaucoup et que j'ai envie que vous alliez chez eux si vous êtes à Toulouse. Dior. C'est les Belles Branches qui sont rue du Rempart Saint-Étienne. C'est Joël et Lorraine qui ont créé cette boutique d'optique qui est incroyable. Vraiment, j'adore leur approche et j'adore travailler pour eux. Et surtout, ils sont ultra friands de créativité. Ils sont ultra friands d'humour dans leur reel. Ils sont ultra comédiens tous les deux, hyper ouverts à des idées créatives. On fait des scénarios ensemble. En fait, on écrit des stand-up ou des sketchs vraiment timés avec la vanne là, elle va et on rigole quoi. Et parfois il y a du déguisement dans certains reels, notamment ceux qui vont arriver là prochainement sur leur page Insta. Et je sais qu'il y a des clients qui rentrent parfois et on est en train de tourner des scènes où ils sont déguisés quoi. Mais en même temps, les clients adorent, leur font régulièrement des retours sur ah là là mais vos vidéos. On parle d'optique dans les vidéos, mais ça va bien au-delà de ça, quoi. Là, je suis en train d'essayer de faire des clins d'œil à Chabat, tu vois. De faire des citations, en fait, sur des phrases cultes et tout. Mais on se régale. Et ça, d'insérer cette créativité-là dans une approche qui, à la base, c'est un contrat avec eux. C'est vraiment un pack réseaux sociaux. C'est un vrai travail de business. Mais de mêler tout ça, c'est sûr, c'est vraiment génial à apporter de la créativité. Après, t'as les sujets qu'il faut aussi pour ça. Enfin, quand je parle de ton binôme, là, du coup, ils sont faits pour ça, quoi. C'est ça. Ils sont vraiment faits pour ça. Mais on pourrait, tu vois, s'en tenir à une approche de porter des lentilles, porter des lunettes quand on est un enfant. Mais on a envie de transformer ça et d'avoir vraiment une approche atypique. Et eux, ils sont, friands de ça.
Mais je parlais des rituels pour soi Oui, aussi. mais Tu dois du faire coup, des c'est- pauses et faire des choses qui nous font plaisir. C'est Le ça que défi je voulais docu, dire. il a fait plaisir pour ça. Bah voilà. Ça a aidé beaucoup de vidéopreneurs de participer à ce Ouais. défi. Ça, c'est sûr, c'était fou ce défi, c'était génial. Et puis on a eu des belles surprises aussi. Enfin, surprise ou pas, j'en sais rien. Moi, je me suis dit, Ce qui il est s'est capable passé de faire pour ça. David aussi. Ouais. Derrière, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Il participe au projet docu. Il obtient le premier prix. Il est démarché par d'autres vignerons corses. Tout le monde veut ce qu'il a fait pour ce premier vigneron. Et il enchaîne les contrats grâce à un travail créa et qu'il avait jamais testé Géraldine précédemment. Quoi. aussi. Géraldine ouais. aussi. Ouais, c'est fou ce qui s'est passé pour eux. C'est génial. Voilà, c'était mon... Ton surcoté. c'est Non, sous-côté. mon Ton sous-côté sous-côté. dans l'organisation et la structure. J'avais Ok. un surcoté un peu lié qui pourrait presque. Je pourrais presque dire je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Marie. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y. Bah, en fait, mon point, c'était si tu veux durer dans le temps, mais là on se projette, hein, genre sur vraiment de nombreuses années, je suis pas certain que pour l'aspect kiff, il faille continuer à faire des vidéos. Il faille rester créatif. C'est-à-dire que mon point, c'est si tu veux rester créatif sur l'aspect pro, il faut avoir des activités qui n'ont rien à voir dans le perso. Au risque de à un moment s'essouffler et de plus réussir à faire la différence entre le pro et le perso dans le temps. C'est pas nécessairement le cas au début parce qu'effectivement les gens qui nous rejoignent très vite ils mettent le paquet sur l'aspect plus ma casquette d'entrepreneur que ma casquette de créatif et c'est important pour eux de garder l'aspect créatif. Ça je suis d'accord. Mais si on se projette dans 10 ans, si dans 10 ans tu me dis Marie, ça fait 15 ans que je suis vidéaste et dans mes temps perso je fais de la vidéo. Moi je pense que tu ne passeras pas l'hiver. T'auras pas évolué, c'est ça? Ben, en fait, je me dis. Il va s'y épuiser en fait. En il va fait, clairement. s'user. Alors que je sais que tu fais du sport, je sais que tu as d'autres intérêts, tu dessines, voilà, des choses comme ça. C'est très cool, mais le risque que j'y vois, c'est en tant que créatif de vidéaste, de faire que de la vidéo, même pour l'aspect perso. Tout le temps, de faire que ça. Bah, je suis d'accord aussi. Et toi, l'exemple, Bon contre-argument. un exemple que j'aime bien donner, c'est. On m'avait raconté l'histoire d'un copain qui, son beau-père était CEO d'une grosse boîte et tout tournait autour de ça. Et quand il est parti à la retraite, en fait, Il n'existait plus. voilà, vraiment plus. Parce qu'en fait, il avait rien d'autre à part ça. Et je pense qu'on peut devenir cette personne-là si on fait que de la vidéo, même d'un point de vue perso. Ah, c'est un bon Je point. suis d'accord aussi. C'était un de mes surcotés. Après, ouais, toi, c'est vraiment le côté vidéo parce que tu peux avoir un aspect créatif dans le dessin, un truc qui n'a rien à voir, et là, tu serais d'accord, par Qui exemple. n'a rien à voir. Ou comme hier, tu m'expliquais qu'apprendre des langues étrangères, ça n'a rien à voir avec Ouais. l'aspect C'est pas film, créa, vidéo. ça, si. Bah, il y a quelque chose, il y a un Il y a la mécanisme quand même. création Tu de vois. nouveaux neurones. Tu vois. Ouais, Ah ouais, alors c'est ça, tout marche, tu sais. Dès que tu fais quoi que ce soit, il y a une création Bah, de nouvelles attends, noms. mais moi, par exemple, nouvelles neurones. j'adore cuisiner. Pour moi, Ouais. c'est de la créa aussi. Parce que j'invente des trucs, je Ah, si teste. tu suis pas de recette, par exemple. Ouais. Ouais. Ah bah ouais. Ouais, je suis complètement d'accord. Et après, Voilà, c'est plus si c'est moi qui créa, fais ça, faut avoir le palais solide. Mais, mais en tout cas, ouais, je pense que c'est intéressant de faire, d'avoir cette curiosité, cette ouverture, d'aller se réaliser autrement que par la vidéo, Ouais, Ouais, mais t'as c'est tout à clair. fait raison. pour Oh, durer bah. sur le long terme. on est bien d'accord. Vas-y, Thomas, tu fais. Sous-côté. J'ai vu, t'as t'as commencé- fait- Elle vient de faire un sous-côté, mais t'as Ah, fait un surcoté entre temps, Bah, tu veux. Ouais. Vas-y, sous-côté. Comme Mais tu veux. fais-le par rapport à toi, non? Ok. Bon, elle est facile. Un surcoté. Dans quel domaine? Bon, dans le business. Bon, après, c'est un peu lié. Tout est un peu lié, de toute façon, j'ai l'impression. Bref. Incroyable. Moi, c'est le portfolio. Ah, de oui. vouloir se dire j'ai pas de portfolio, je peux pas démarcher. Je suis obligé de montrer ce que j'ai fait, Une tarte que tu développes. donc je vais faire des projets gratuits. Il me faut de l'image à montrer. Donc oui, il y a des mots, il y a des. C'est ce que je disais. J'ai oublié, je sais plus à qui, mais bon bref. C'est sûr qu'il y a des domaines, tu pourras pas t'en passer. Demain, tu veux travailler avec des grands noms de la parfumerie, ils vont forcément vouloir voir ce que tu vaux, tu vois. Ah, même ça, je suis pas d'accord. Bah, Mais je te laisse terminer Ok. avant de dire pourquoi je suis pas d'accord. tout dépend peut-être parce que il a déjà mis son veto. J'ai même pas fini.
développe. Tu veux me parler de Thomas qui bosse avec... Non, je te parle d'un personne, d'un truc très rationnel. En tout cas, moi, mes gros clients, je les ai eus sans jamais leur montrer quoi que ce soit. Parce que j'ai axé tout sur la valeur que je vais leur apporter, les bénéfices, sur l'expérience que je vais leur délivrer aussi. Par mon positionnement aussi, le fait que je sois hyper niché, de par ma casquette, mon passé et ce qui m'a construit aujourd'hui, bah tout ça leur apporte beaucoup plus de choses que ce que j'ai fait avant en vidéo. Ok, est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as fait? Voilà. Excuse-moi Guillaume, avant de te laisser la parole, je voulais juste rebondir. Et c'est quand même un semi-compliment, tu vas voir, pour Thomas, c'est que... Semi seulement, ouais. Mais non, si je volais à moitié plein, ouais. En contradiction de ce que tu dis, donc... Mais... Ouais, je sais pas ce que tu dis, en fait. Non, en fait, Thomas, ce que je veux te dire, c'est que je crois que toi, dans ta démarche, et c'est peut-être quelque chose dont tu ne te rends pas compte, c'est que moi, je t'ai vu en rendez-vous client, ou juste après, ou genre le débrief immédiat après et tout ça, je t'ai vu passer des coups de fil, et t'as beaucoup de charisme. T'as beaucoup de charisme, t'as une éloquence qui fait que on ne questionne pas en fait ton positionnement. Et t'as une façon de structurer ton discours, de présenter ton activité, de parler de tes expériences qui fait que, mais le client à aucun moment il va dire ah ouais, montrez-moi ce que vous faites. Je pense qu'il y a des vidéastes qui n'ont pas cette puissance de présence, tu vois, ce charisme, et qui vont avoir besoin d'une justification visuelle, audiovisuelle en tout cas, de ce qu'ils ont fait précédemment pour appuyer un argument qui serait peut-être au départ un peu faible. Ouais. Toi, t'as pas du tout cet argumentaire faible, t'as une présence, comme je te le dis, un charisme qui fait que ouais, vas-y, dis-moi ce que tu peux faire pour moi alors. Ah, mais je sais pas si un truc d'égal à égal. Ça suffit certainement pas, ça, tu vois. Je sais pas, franchement, je sais pas. Moi, le piège, c'est de systématiquement se reposer donc sur un portfolio et ne pas progresser aussi en tant qu'humain, en tant que partenaire de confiance. Là, moi, la seule fois où on m'a demandé mon portfolio, j'ai pas eu le contrat. Parce que en fait, ils attendaient un profil industriel. Moi, je les ai prévenus avant. Je leur ai dit, moi, je fais beaucoup de vidéos de voyages, de séjours, etc. Je suis totalement capable. Je suis totalement capable de faire ce que vous me demandez. J'imagine déjà des choses, je leur parle. Bon, là, je rentre dans la technique, je les ai complètement perdus. Et ils me rappellent 2 semaines après en me disant, on a pris un profil plus industriel. Et voilà. Ça peut être un des avantages aussi de montrer quelque chose quand tu démarches une nouvelle cible, etc. Allez. Attends, mais chez la vocalisée, elle fait genre, je suis grave pas d'accord. Je suis d'accord sur 99%. Mais c'est trop bien que tu vois ça. C'est trop bien. Alors, déjà, premièrement, je suis d'accord avec toi que c'est totalement surcoté le portfolio. Et en plus, c'est intéressant parce que quand quelqu'un te dit, même s'il te le dit pas, mais va voir ton portfolio, entre 4 personnes, t'as 4 raisons différentes. Quoi. C'est-à-dire qu'il y en a, ils veulent dire, c'est quoi ta qualité de production? Il y en a, c'est plus, est-ce que le truc de l'industriel, est-ce que t'es dans la niche que moi je cherche? Voilà, c'est des choses comme ça. C'est sûr qu'un portfolio, faut pas non plus dire que ça sert à rien. C'est comme un site, c'est comme beaucoup de choses. Ça t'aide. Ça va pas aller dans le mauvais sens de l'avoir et de l'alimenter correctement. Effectivement, le piège, c'est de se reposer que là-dessus. C'est ce qu'a dit Antoine. Mais en fait, même quand t'as Dior, agence de prod ou des gens pour qui le portfolio est beaucoup plus important, il y a toujours des portes d'entrée autres où le portfolio va être beaucoup moins utile. Donc l'idée, c'est pas de se dire chez Dior, il me faut un portfolio, je peux pas aller chez Dior. C'est quelle porte je peux emprunter chez Dior où le portfolio a moins d'intérêt. Et un truc que je dis régulièrement quand t'as pas de portfolio, mais tu sais, quand tu fais t'as rien à montrer. Au lieu de faire un portfolio, un free-to-fit, tu fais une vidéo de prospection. C'est pareil con, mais en fait, t'as répondu à l'argument du portfolio. Si demain tu fais une vidéo pour Dior, tu prends un décideur de Dior et tu fais une vidéo de ouf. Mais en mode prospection, pas en mode j'ai fait une fake ad Dior. En fait, ça peut marcher. Je te dis pas que ça va marcher, mais ça peut fonctionner. Pourtant, tu n'as pas de portfolio et on peut te dire, vas-y, lui, on va lui donner sa chance. Mais moi, avant de faire la vidéo de prospection pour le domaine apicole, je n'avais jamais filmé de domaine apicole. J'aurais fait une vidéo de prospection et on tourne cet été. Ouais, mais voilà. Tu vois, il y a un exemple où c'est pas utile, mais même les agences de prod qui sont très friands de portfolio, en fait, ils sont friands de quoi? Ils sont friands de est-ce que t'as la technique vidéo qu'on demande? C'est ça qu'ils demandent. Donc, si t'arrives à prouver ce point-là par un autre domaine, tu peux potentiellement avoir le contrat. Voilà, c'était mon point de désaccord, Thomas, j'étais obligé de le dire. C'est très complémentaire. Le raisonnement business derrière ça, c'est de se souvenir qu'on vend une prestation de service qui n'est pas encore réalisée. Et en fait, dans le cycle de vente, il existe et il y a des étapes clés en fait à aller chercher avec son prospect ou son client
pour ne pas se retrouver en fait dans une contrainte de dire bon, ok, en fait j'ai pas de portfolio et j'y vais pas, tu vois. Et le point principal, c'est notamment le rendez-vous client. Tu vois, et donc ça fait un peu écho à ce que disait Marie, c'est que toi tu as un rendez-vous client et en fait en réalité en faisant ta découverte, ça se passe très bien et tu es en mesure de pouvoir matcher ton offre. Il faut pas qu'en fait présenter un portfolio, si ça se fait, ça doit pas venir de soi. Ça doit être une prise de décision qui est faite par le client, tu vois. Clairement. Et te dire, bah, ok, c'est souhaité pour ces raisons-là et je vais y aller, quoi. Et donc, le business, on revient toujours à la même chose, c'est l'art de prendre des bonnes décisions. Et en fait, si c'est pas toi qui proactivement va présenter un portfolio, parce que tu as justement cette approche de je crée le lien, je vais chercher le besoin et je vais être en mode solution, et je suis pertinent, parce que j'ai de l'expérience, mais en fait, ça fonctionne, effectivement. Et on axe, tu vois, sur les prospections en gang, souvent, il y en a qui se prennent cette objection, bah, envoyez-nous un mail avec ce que vous faites. Et nous, on est dans le chat en train de dire, pose quand même un rendez-vous, l'important c'est de faire connaissance. Bah oui. Quand il y aura un besoin, on vous rappelle, mais c'est important qu'on fasse connaissance avant le besoin. Et si vous voulez, je profiterai pour vous montrer ce que je fais. C'est clair. Puis il y a une typologie de client, effectivement, une agence de prod, bah, c'est un client qui sait ce qui est beau, comme nous. Ouais. Si c'est pas un client si votre client ne sait pas ce qui est beau, tu peux lui envoyer ton portfolio, ça va faire ni chaud ni froid. Il va juste dire, ok, bon, c'est beau. Mais son beau à lui n'a pas de valeur. J'ai jamais fait de showreel pour ça, tu vois. Voilà. Donc, à la limite, tu peux même grossir le trait et caricaturer en disant, bah voilà comment tu filmes avec un téléphone, voilà comment moi je filme, effectivement, pourquoi pas avec mon matos, tu vois, pour aller dans le fun, tu vois. Mais sinon, pour moi, ça n'a aucune valeur. Ouais. Il y a on a accompagné un peu plus de 400 vidéastes aujourd'hui. Il y a un seul vidéopreneur qui m'a dit, mes clients me demandent un site internet en mode portfolio. Ça arrivait qu'une seule fois. Ouais. Ouais, mais après, j'aime bien dire, c'est des cartes, tu vois, tu prends un jeu d'échecs, ouais. T'as des ouvertures, pour ceux qui s'y connaissent, tu peux faire une sicilienne, ou tu peux faire une écossaise, il y en a plein d'autres, mais à la fin, tu peux faire un échec et mat, tu vois, d'une autre façon. Ouais. Mais là, c'est un peu pareil, c'est que là, le portfolio, si jamais t'as une carte, t'as un portfolio vraiment de dingue, genre t'as des prods de fou pour Dior, Chanel et tout dans ton portfolio, bah ouais, utilise-le. Mais après, c'est sûr que tu peux pas juste l'envoyer comme ça et penser que le client il va dire, oh, il a bossé pour Chanel, vas-y, je vais payer 1500 balles tout de suite. Non, il faut qu'il ait un intérêt. Mais par contre, si tu arrives à le mettre un peu au centre, dans ta com, dans ton contenu, quand tu présentes, quand tu valorises auprès d'un entretien client, à la fin un petit peu, et tu montres ce que tu as pu faire, ça peut vraiment faire un gros effet si ça t'as cette carte. Mais si tu l'as pas, bah tu peux jouer juste une autre ouverture, comme aux échecs. Ouais. C'est pas grave, tu vois. La grobe, je crois, elle est super technique, t'es pas obligé de la jouer quand tu commences, tu vois. Tu peux la faire plus tard. Je crois que c'est l'ouverture d'un mec qui s'appelle Magnus Carlsen, qui est le meilleur gars aux échecs actuels, je crois. Ouais, à vérifier, pas très sûr de moi. Bon. Alors, à toi du coup. À moi. Attends, un sous-côté. Moi j'avais fait un surcoté. Ah non, j'avais fait quoi moi? T'avais fait un sous-côté. J'avais fait un sous-côté. Ouais, attends, mais en fait, il faut que je te trouve un truc. J'en ai un sous-côté qui va parler. Qui est pas moins connu, tu vois. Pour les vidéastes, dans un point de vue offre. Genre ce que je fais aux clients, ce que j'offre aux clients, ce que je vends. YouTube. Vendre des chaînes YouTube en mode mots-clés, recherche de mots-clés, on fait une vidéo sur le mot-clé. Ça, c'est sous-côté de ouf et ça marche de dingue. Tous les gens tous les gens que je connais qui sont sur ce secteur, ils sont, genre c'est même pas blindés de clients. Ils savent même plus quoi faire de leur argent, tellement ils ont de clients parce que c'est du récurrent. Donc quand tu recrutes, tout de suite t'ajoutes du récurrent au récurrent. Tout est basé sur la compression du temps, de standardiser tout ça, et c'est une clientèle aussi qui c'est très ROI. C'est en fait quand t'as une chaîne YouTube qui marche, tout de suite t'as de l'argent. C'est le réseau social aujourd'hui de conversion, quel que soit le secteur, qui est le meilleur, mais genre pas le meilleur de un peu, le meilleur de fois 1000. Tu prends Insta, qui est dans mon truc, qui est surcoté, je le dis tout de suite, versus YouTube, c'est abusé, tu vois. Et ça, c'est sous-coté parce que les 3/4 des vidéastes, ils vont pas vers là. Voilà, c'est ça. Bon. Et ouais, moi, c'est une des prochaines initiatives que je veux lancer. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Je lâche pas les infos. Avec une de mes clientes, je veux vraiment aller sur YouTube. Je pense qu'elle a une offre super et je voudrais qu'elle se développe autrement et avec un autre format aussi. Donc, je suis en train de travailler avec elle là-dessus. Mais c'est vrai que... Pourtant, tu vois, ça fait quelques années maintenant que je fais ce métier. Je suis jamais allée vers YouTube, vraiment. C'était de la vidéo pour site internet, de la vidéo pour réseaux sociaux, mais finalement assez peu pour YouTube, à part quelques clips, tu vois, que j'ai réalisés.
des vidéos bannières pour des sites internet, quoi. Mais ouais, ça c'est très bien que tu aies dit ça. Ça déclenche un truc là, c'est très bien. Bah, mais imagine, t'es une assurance. La vidéo, tu la mets sur YouTube, c'est je suis vidéaste en presta vidéaste et on me vole mon matériel. Que se passe-t-il? Et c'est une assurance qui a fait la vidéo. Je crois qu'elle signe pas genre des contrats tous les jours, cette assurance. Juste en y positionnant cette vidéo. On regarde, je suis sûr qu'il y a personne qui l'a fait. Hein. Il y a des acteurs effectivement de marché traditionnel, notamment dans l'expertise comptable, parce que je regarde cette chaîne YouTube. Donc c'est des experts comptables. Et toi là récemment, ils ont publié une vidéo de voilà tous les incitatifs fiscaux, ou du moins toutes les optimisations fiscales pour des recruteurs autonomes. Tu vois, j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est ultra orienté, quoi. Ouais. Mais des recruteurs à leur compte, il y en a plein. Tu vois, et qui seront ravis, effectivement, de découvrir tout ce qu'ils peuvent mettre en place d'un point de vue fiscal. Et ben derrière, ils ont l'information, ils vont certainement aller vers eux. Bah ouais. Tu vois. Et moi, ce matin, j'ai pensé à ça. Alors, je vais donner un truc là. Mon homme est pépiniériste, tu vois. Il est voilà, dans la botanique, dans les plantes, etc. Et ce matin, il me dit, c'est une période dure en ce moment. Et on a tous mal au dos et tout. J'ai pas eu le temps de faire mes étirements hier. Et je me suis dit, si j'étais coach sportive, dans la démarche aujourd'hui et tout le bruit qu'on fait autour de la QVT, donc la qualité de vie au travail, il y a de plus en plus d'entreprises qui recrutent des prestataires extérieurs pour la cohérence cardiaque. Chez Alstom en ce moment, ils recrutent des gens pour... Je me suis dit, si j'étais coach sportive, je démarcherais toutes les entreprises dans lesquelles les employés utilisent leur corps sur de la fatigue, tu vois. S'il y a de la fatigue corporelle, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui se positionnent sur de la QVT et tu peux venir, en fait, tu vois, je me disais, ce serait trop bien quand même que ce soit organisé à ton travail, qu'il y ait quelqu'un qui vienne régulièrement pour faire aller les gars, là, on travaille vraiment, tu vois, les membres du corps qui sont fatigués, je vous apprends à faire des... Tu vois, j'ai pensé à ça. Ça, c'est des canaux qui sont pas encore assez c'est clair. exploités, tu vois. Et là, je peux faire une Si tu vidéo. es coach, Surtout sportif. pour le peu d'argent qu'ils investissent, ils doivent avoir beaucoup moins d'arrêt de travail, beaucoup moins de... Vraiment, il y a un énorme bénéfice Ouais. à faire que tes employés au travail se sentent bien. La QVT, c'est énorme. Et je trouve que c'est sous-coté. Clairement. YouTube, c'est quoi? C'est le deuxième moteur de recherche. Devant, c'est Incroyable. le deuxième moteur de recherche après Google. Alors, indépendant de Google. Tu vois. Ça, c'est la première info. Et la seconde info, une stat qui est incroyable, c'est que si on considère YouTube comme une chaîne de télé en France, depuis le mois de novembre de 2024, c'est la chaîne de télé la plus regardée sur une télé. Ah ouais. YouTube. Sur une télé. Ouais, c'est une télé. En Ouais, France. Il y a plein de C'est gens qui vont sur 52 la minutes télé, par jour. De leur Ok. box, Ouais. C'est Ouais. un délire. Donc, Mais Je est-ce suis que tu convaincu, de penses toute que façon, on YouTube perdra est devant les chaînes. À terme, il y aura quelque chose qui se et passe. là, en fait, il commence. au large. En termes de temps d'utilisation. Ah oui, en termes de temps d'utilisation, oui. Bah oui, ça, Je croyais en- ChatGPT, ça alpague pas ton attention. Tu vas rester 10 minutes dessus. C'est sûr. Ouais, ouais. Mais là, il commence à y avoir un croisement justement entre le monde un peu plus traditionnel, professionnel, et effectivement le monde plus digital avec YouTube notamment. Ouais. Et vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, vous faites de la vidéo, vous êtes consommateur de YouTube, vous connaissez les codes de YouTube. Donc c'est pas ça, vous avez, sans vous en rendre compte, en fait, finalement, vous comprenez les codes, vous savez comment fonctionne YouTube et vous pouvez le mettre en application pour vos clients. Ah, c'est facile. Très facilement, contrairement effectivement à, encore une fois, au client lui-même qui n'imine pas en fait cette opportunité-là. Champ des possibles. Ah, mais Ah. Là, il tu est prends incroyable. conscience de tout ce qui est possible de faire. Bah, c'est ça. Parce que YouTube, c'est ce que j'appelle le vrai SEO. C'est pas comme Insta Est-ce où que tu peux définir le SEO c'est le. Bon, c'est ce, en gros, juste pour les gens qui nous écoutent et en tout, gros, parfois, c'est les sigles, quand c'est- tu recherches un truc sur Google, genre où acheter un verre, ou une tasse d'ailleurs, c'est une tasse que j'ai dans la main, où acheter une tasse. Bah, en fait, le premier résultat, c'est des optimisations SEO pour que le résultat remonte en premier. Le truc, c'est que sur Google, il y a des C'est du tas de- référencement en fait. Ouais, c'est ça, le il SEO. y a tas de. Bah ouais, c'est toutes les techniques qui vont être pour que ça remonte. Alors, t'as. Le référencement, c'est une des techniques. Tu vois, après, il y a plein de techniques en fait. Je ne veux pas rentrer dans les détails de toutes les techniques qu'il y a, mais voilà. Et sur YouTube, en fait, la seule technique, c'est que le titre, il y ait le nom du truc dedans et que ta vidéo, elle soit vue. Cliquer vue. Donc en fait, c'est le combo titre, miniature, watch time. Et quand t'es vidéaste, t'as un avantage de malade, c'est que déjà tu fais des vidéos quali. Juste en faisant des vidéos quali, t'augmentes le watch time grave. Hein. Parce que versus. Faut quand même imaginer un expert comptable qui fait une vidéo. Je sais pas si vous imaginez déjà dans votre tête, il a pas un A7S3, il fait sûrement pas des bonnes vidéos. Et vous, juste le fait que ce soit quali comme cette vidéo, regardez cette vidéo, elle est quali. C'est juste comme ça.
avec juste une caméra, un face caméra, mais en fait, ça dégomme tout. Il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup d'abonnés. Pas besoin que ce soit une chaîne à 100 000 abonnés. Encore une fois, c'était le truc du début, mais vous êtes expert comptable. Typiquement, ce que la chaîne que tu as dit. Il va faire quoi le recruteur quand il va voir la vidéo? Pour, je sais pas, 30%, 40% d'entre eux. Ils vont dire, bah, je vais aller chez eux. Ouais, ils signent, et en plus, ça signe en boucle. Une vidéo que tu as sortie il y a 2 ans, elle signe tous les jours aujourd'hui. Donc c'est pour ça que pour une entreprise, c'est sous-coté. Dans les entreprises, il y a un autre truc aussi, c'est que c'est très compliqué de créer une chaîne YouTube en réalité. Efficace, tu vois. Ça demande des tas de compétences transverses qui sont dures. Nous, on l'a fait pour les vidéopreneurs. C'est les questions que je pose en ce moment. Entre monteur vidéo, les cadreurs, faire la miniature, en fait, c'est un assemblage de plusieurs compétences qui doivent travailler ensemble. Et quand toi, et encore, moi, je suis un ancien vidéaste. Moi, je connais les trucs, tu vois. Donc demain, tu proposes ça à tes clients. Il y a très peu de gens qui le font. Et c'est ultra héroïste tout de suite. En plus, tu peux le prouver. Hein. Tu dis mathématiquement, regardez, le mot-clé, il rank. Hein. Il n'y a personne en plus. Mais ça, on donnera des techniques de ouf, si vous voulez, pour comment on croise les mots-clés, comment on les trouve très facilement. Je veux bosser cette vidéo-là. Ouais, vas-y. C'est à moi? Ok. Ouais. Surcoté, baisser ses prix pour gagner un client. Ouais, c'est pas surcoté, c'est surcoté. Mais j'ai quand même envie d'en parler, parce qu'en fait, ça paraît évident, mais ça arrive quand même beaucoup trop souvent. Et en fait, dans baisser son prix, il y a plusieurs notions. C'est baisser son prix parce qu'il y a de la concurrence, donc tu baisses par exemple ton prix gratuitement. En fait, c'est surtout cet aspect-là de dire je baisse mon prix. Comme ça. Parce que, encore une fois, c'est moi qui ai pris la décision. Tu vois. Parce que j'anticipe, parce que j'ai peur. C'est ça. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est... Mais en fait, moi, je serais tellement inconfortable de faire ça vis-à-vis de mes clients existants, qui, eux, étaient totalement OK pour payer le prix. Ouais. Tu vois. Et souvent, la conséquence, c'est... le client que tu as obtenu parce que tu as baissé ton prix, il va se barrer le jour où il trouvera moins cher. Tu vois. Donc, en fait, c'est quelque part... c'est pas du tout héroïste ni long-termiste de raisonner ainsi. Je comprends qu'on puisse un jour se retrouver dans cette situation, mais très rapidement, il faut être plutôt en mode, ok, comment je peux... la personne me demande de baisser son prix, pour quelle raison? Peut-être qu'il y a un problème de valeur, peut-être qu'il y a un problème de raisonnement, de projection. Qu'est-ce que je peux améliorer à ce sujet? Ou je baisse mon prix, mais quelle est la contrepartie potentielle? Tu vois, exceptionnelle. Et en fait, ce travail-là, il est extrêmement important. Vraiment important. Parce que là, les clients... Enfin, je pense que les clients ne communiquent pas nécessairement entre eux, mais ça se sait si on a cette politique-là de jamais avoir les mêmes prix. Ça se sait, ça se ressent. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour c'est trop cher. Je dis, mais en fait, la personne de ce réseau-là, enfin, il y a un autre client que j'avais dans ce même réseau, j'ai dit, en fait, je vais rester cohérent. Je peux pas me permettre. C'est trop important. Et surtout quand tu travailles au local, tu vois, moi j'ai des clients qui, par exemple, les opticiens dont je parlais tout à l'heure, ils vont à la pharmacie où je travaille aussi. Tu vois. Donc en fait, c'est des gens qui communiquent, qui se connaissent. Il faut être ultra intègre avec ça. Et tu vois, moi, je travaille sur des phases de 3 mois. Quand c'est des suivis longs, je fais des phases tests de 3 mois. Et à l'issue des 3 mois, justement, on va déjeuner, on fait un point ensemble sur ce qui a été fait, on regarde les stats, on parle des retours clients, on parle des ventes, on parle de tout ça. Je n'ai jamais, à l'issue d'une phase test de 3 mois, baissé mon prix. Il y a des prix qui n'ont pas changé, mais dans lesquels j'ai retiré des choses. Voilà, une cliente à qui j'ai dit, moi, je peux plus faire ça. Et elle m'a dit, je te paye le même prix et on enlève ça. Donc j'ai dit, parfait, ça me va comme ça. Et il y a des packs qui ont augmenté. Parce que, en fait, ça marche bien. Viens, on le fait un peu plus. Ouais. Et moi, je suis prête à mettre ça, puisque j'ai eu des résultats sur la première phase test de 3 mois. Ouais. J'ai confiance en toi, vas-y, on lance ça. Et on se revoit dans quelques mois pour refaire le point. Et tous les 3 mois, on fait un point, un gros point. On se voit régulièrement pour faire des points intermédiaires, quoi. Mais je n'ai jamais baissé un prix à l'issue d'une phase test. Jamais. En plus, ça envoie grave un mauvais signal à ton client. Mais parce que clairement. T'imagines, tu dis c'est 2000. Et quelqu'un il fait c'est un peu cher. Ok, c'est 1002 en fait. Tu dis attends, j'ai juste dit c'est trop cher. Le mec il était en train de m'arnaquer. Ah, c'est comme clair. Quand tu négocies, quand tu vas dans des pays étrangers et que tu sais que le gars. Enfin voilà. Ouais, le mec il te sort un prix, la tasse à 200€. Il commence à 200€. Tu fais allez 100. Mais c'est l'image que tu renvoies, je suis d'accord. Ouais, mais en fait ça envoie tellement un mauvais signal. Et ça envoie, déjà t'es en train de m'arnaquer, ça envoie, mais t'es pas pro. Red flag de ouf. Et ça met un filtre, parce que les seuls que t'as gardé jusque-là, c'est ceux qui veulent le moins cher. Effectivement, en fait, il y aura toujours moins cher que toi. Il y a des gens qui font des vidéos. T'as pas envie d'être dans cette course. Bah oui, mais il y a toujours quelqu'un qui est moins cher que toi. Le cousin, le gars qui débute, il y a des gens, ils facturent, ils font ça à côté. Eux, ils ont leur taf, machin. Le mec qui a la voûte studio, imagine, il est vidéaste.
sais pas s'il nous entend, mais il a un boulot à côté. Je vais pas dire son boulot dans le podcast, je sais pas s'il veut. Mais en gros, il a un boulot à côté. Bah, tu te dis, imagine, il y a des gens, c'est des vidéastes, ils sont dans ce cas-là, tu vois. Ils ont un boulot à côté, ils font ça à côté, j'en ai déjà croisé. Ils ont aucune ambition d'en vivre, ou ils facturent un peu à côté, voilà. Ça, eux, Comment tu veux? Ces gens-là, ils noient le marché, tu vois. Pour ça, mais en fait, Ils non. tuent les autres. Mais ils tuent zéro marché. Ils sont sur un marché, mais toi, tu vas jouer un marché qu'ils peuvent pas jouer. Le marché que tu joues sur du régulier, du conseil et tout, mais ils peuvent pas le faire parce qu'ils ont pas le temps. Bah voilà, vous jouez même pas au même jeu. Mais si tu fais le jeu qu'a dit Antoine, bah tu joues sur leur terrain, où ils sont avantagés. Exactement. Pareil, tu veux recruter des cadreurs, tu veux faire des plus grosses prods, bah c'est pas eux qui vont le faire. Hein. Donc en fait, il faut juste jouer avec les clients corrects. Quoi. Bah c'est à ton tour. Oui, c'est à mon tour, pardon. Tu nous donnes quoi là? Sur, sous. Je vais vous donner un sous-côté dans le mindset. Allez. Alors, dans le mindset. Oui, dans le mindset. En relation client. L'écoute active. Moi, je l'avais mis. L'écoute active. Ça aussi, ça fait partie de ma passion parce que forcément, quand tu écoutes quelqu'un activement, il y a des tas de signaux qui viennent à toi. Parfois, ce sont même des signaux intuitifs, des choses que tu ressens dans une conversation qui tourne mal, une atmosphère qui change, et il faut que tu rectifies ça, il faut que tu rétablisses ça, il faut que tu déverrouilles quelque chose. Être à l'écoute active d'une personne, c'est aussi devenir vraiment acteur de cette discussion. Et donc avoir le pouvoir de l'emmener un peu où tu veux. Et après, moi je suis toujours dans une démarche bienveillante, mais l'écoute active, voilà, elle permet d'être en empathie avec l'autre, de comprendre, de s'adapter. Et je pense qu'elle contribue aussi à développer ton intelligence émotionnelle. C'est vraiment pas prendre les choses perso, prendre conscience des blocages chez l'autre et de te poser en figure sécurisante. Et ça aussi, je sais que c'est des termes peut-être que certains considèrent comme un peu perchés ou un peu, je sais pas, ou trop spirituel ou trop. Moi, c'est ce qui assainit ma vie. En fait, d'être comme ça, d'être dans cette communication, même avec mon homme et même avec mes amis. L'écoute active, c'est la clé pour bien communiquer, bien comprendre l'autre et ne pas toujours se mettre au centre de tout, ne pas se victimiser de tout, être acteur d'un changement, d'une perspective. Carrément. Ouais, T'es pas d'accord, non? Non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Faut pas écouter, c'est de la merde. Non, mais c'est assez marrant parce que tu sais, avec Antoine, on a fait passer des évaluations pour le CPF où à la fin il y a un entretien client simulé. Ah oui, oui. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est que moi j'ai un scénario, j'ai un sujet que je leur donne, un projet pour lequel on se rencontre aujourd'hui que je leur donne, mais j'ai 3 projets cachés. En plus, on est dans une simulation, genre juste ils me posent la question, enfin je leur tends des perches de fou. Hein. À ce jour, je crois qu'il y a qu'une personne qui a trouvé un autre projet. Ou 2, je crois. Mais il y a personne qui a trouvé les autres projets. C'est-à-dire qu'en fait, t'imagines que j'ai quand même un scénario où ils ont une presta qui est, on va dire, à 1000, je vais prendre un exemple, ils peuvent passer à 5000. C'est dans le scénario, tu me poses juste la question, t'as ça. Ils sont en mode tunnel, ils m'écoutent pas, vra. Ils vont s'engager sur le projet que je leur dis, mais on se rend compte pour ça. Ils creusent pas, ils creusent rien. Ils font pas de upsell, ils proposent pas de milieu. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, ils restent bloqués ils restent bloqués comme ça. Et comme ils me posent aucune autre question qui n'est pas en lien avec le projet, bah, ils creusent pas et ils passent à côté de tout ça. Ils ont tous fait l'erreur. Et je me dis, avec leurs clients, ils passent à côté. Parce que là, avec les clients, c'est plus dur. Il n'y a pas 4 projets. Il y en a peut-être 15, 20, 30 possibles. Sur la durée. Et en fait, je me dis, bah voilà, c'est ce qui fait la différence entre un vidéaste qui fait je sais pas combien en pas longtemps. Et voilà, c'est ça. Est-ce que tu as vu cette expérience qui a été menée? J'ai trouvé ça incroyable. Bon, là, on est à fond dans le business, on quitte un peu le mindset. Mais un client mystère arrive chez Sephora avec un budget illimité. Tu m'entends? Bah non, on l'a vu avec d'autres boîtes. C'était les sacs, ouais. Tu l'as vu, cette expérience? Je sais avec le Sephora. Je sais plus où je l'ai vu, mais dans des grandes enseignes comme ça, où la cliente arrive avec, ou le client arrive avec budget illimité. Le vendeur vend un article et s'en tient à la fin de cette vente. Il ne propose pas quelque chose derrière, alors que le client potentiel a envie et peut dire oui à tout. Vas-y, en fait, propose des choses, écoute ton client, parce que tu peux percevoir, en fait, dans la posture de ton client, l'envie, le besoin, le désir d'aller plus loin. Vraiment. En fait, c'est écoute, regarde, observe, et il se passe des choses vraiment très importantes. Tu vois, un truc tout bête de écouter un client, si tu déjeunes avec lui et qu'il te parle de ses gosses, souviens-toi du prénom de ses enfants. Souviens-toi des difficultés qu'il rencontre. Et quelques jours plus tard, envoie un message en disant j'espère que ça s'est amélioré pour Charlie à l'école.
Mais c'est incroyable. L'écoute active, c'est de la richesse de relations pures, en fait. C'est clair. vraiment, cette personne, elle est sécurisante pour moi. Donc forcément, à quel moment je me dis, j'ai envie de changer de vidéaste? Bah non, c'est cette personne-là, parce qu'elle est à l'écoute, parce qu'elle comprend mes besoins. Ouais, c'est clair. la base de tout, quoi. C'est vraiment la base de tout. C'est ma croyance. Non, mais t'as tout à fait raison. Hein. Cette écoute-là, elle te permet d'ouvrir tellement de portes. Comme dit, dans les entretiens, ça veut dire parce que je leur tends des perches dans l'entretien. Je leur dis, oui, il y a ça. Et ils écoutent pas. Ouais. Ils tracent, tu vois. En prospection en gang, on voit ça avec Thomas. Je vais pas citer son prénom, mais je suis sûre que tu vas resituer cette anecdote d'un vidéopreneur qui appelle pour prospecter un client. Et le client lui dit, vous savez, en ce moment, je suis très occupé. On a eu une saison. Et là, il le coupe et il dit, non, mais justement, je vous appelle pour... Et en fait, le client était sur presque un ton de confidence où il se laissait aller à lui dire, vous savez, en ce moment, on rencontre des difficultés qui sont dures. Et en fait, il avait envie de lui raconter ça. Il créait un premier lien. Et en fait, le vidéaste le vidéopreneur était tellement lancé dans son truc de, il faut que je pose une date, il faut que je pose... qu'il n'a pas écouté la fin de cette phrase. Et en fait, on a senti le stop chez le client derrière qui n'a pas du tout raconté finalement son anecdote et ça a pété le lien. Écoute. Pourtant je dis ça, je parle beaucoup. Et tu peux écouter. Tu vois, comme tu dis, on est focus sur l'objectif, on veut signer, on veut avoir telle info, on veut poser une date et tout ça. En vrai, accorde-toi la liberté aussi de tergiverser, tourner un petit peu et choper des perches comme ça quand on te donne une info et que tu te dis j'ai envie de réagir, te bride pas. Mais toute info est valable, surtout quand elle est verbalisée par un client. Clairement. Toute info est valable. En fait, tu crées un lien. Tu crées un lien. Et puis tu sais pas ce que ça peut occasionner derrière en fait, parce que si tu as dit quelque chose et que le client te dit vous avez rebondi là-dessus l'autre jour justement j'ai pensé à quelque chose, est-ce qu'on pourrait, vous pensez, faire ça? Il y a plein de choses qui peuvent advenir à la suite d'une écoute profonde quoi. Et j'ai une question pour Antoine Plus. Parce que là le temps tourne, ça te dit pas on fasse une partie 2 de l'épisode? En fait on n'a pas de sujet pour après, on voulait faire une discussion libre. Ah bah ouais, moi j'ai parce que moi j'en ai encore la blinde. Mais je me dis c'est trop bien les discussions qu'il y a, donc on arrête maintenant et on fait la partie 2 pour vous la semaine prochaine, même dans 2 semaines je crois. Et pour nous immédiatement après. Carrément trop bien. Part 1, part 2. Si vous êtes encore là, vous pouvez réserver un appel, premier lien dans la description. Si vous avez un problème business avec votre agence de production vidéo et que vous voulez trouver de nouveaux clients, on se retrouve la semaine prochaine sûrement pour un portrait vidéopreneur. Marie et Thomas, c'était super cool. Merci Antoine. Merci. Et on se retrouve dans 2 semaines. Et tout de suite par la magie du montage.